Bonjour et bienvenue sur les ondes des humanités, c'est moi Sullivan et on se retrouve pour une nouvelle chronique du Ciné-Club du lycée Notre-Dame de Valenciennes. Alors je vais commencer par dire bonjour à tout le monde. Alors bonjour Raphaël. Bonjour Sullivan. Bonjour. Bonjour Adam. Bonjour Sullivan. Bonjour Alexis. Bonjour Sully. Bonjour Agnès. Bonjour Sullivan. Bonjour Agnès. Bonjour Jade. Bonjour Sullivan. Bonjour et enfin bonjour Ellie. Bonjour Sullivan. Bonjour, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est beaucoup par rapport à la dernière émission et ça tombe bien puisque on a eu aussi beaucoup de choses à voir avec le film Apocalypse Now, réalisé par Francis Ford Coppola, donc un film qui a duré quand même 3h15, qui est sorti en 1979 et qui est ressorti en 2019. Donc c'est un film qui traverse les générations quand même, hein. Donc je rappelle le thème du Ciné-Club cette année, c'est toujours Monstres et Sacrés, qui colle toujours bien au film Apocalypse Now. Donc problématique entre œuvres cultes, modèles fascinants ou apparentes déshumanisation, de quelle humanité nous parlent ces miroirs? Est-ce que je pourrais peut-être avoir un peu plus de détails sur l'œuvre Apocalypse Now? Bien sûr, cloîtré dans une chambre d'hôtel à Seignon, le jeune capitaine Villard, interprété par Martin Sheen, mal rasé et imbibé d'alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l'état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète, éliminer le colonel Kurtz, interprété par Marlon Brando, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne. Au moyen d'un patrouilleur et une équipe mise à sa disposition, Villard doit remonter le fleuve jusqu'au plus profond de la jungle pour éliminer l'officier. Au cours de ce voyage, il découvre, en étudiant le dossier de Kurtz, un homme au parcours et au caractère exemplaire. Il devient fasciné par cet homme qu'il doit pourtant tuer. 2 membres de son équipage vont être tués avant d'arriver au camp du colonel Kurtz. Une fois ce camp atteint, Villard est d'abord enfermé puis laissé en liberté surveillée. Il fait la connaissance du colonel Kurtz, qui ignore pas la mission de Villard, et lui explique les raisons qui l'ont destiné à mener son projet. Villard découvre alors que le colonel est devenu un gourou à la tête d'une tribu d'indigènes. Le dernier membre de l'équipage, Lens, quant à lui, se fond dans la culture hallucinée du camp. Un soir, alors que se déroule une cérémonie de sacrifice d'un buffle domestique, Villard assassine le colonel sans opposition de sa part, puis quitte les lieux avec Lens. Merci beaucoup Agnès, c'est vrai qu'en effet c'est un film qui montre vraiment la progression d'une descente aux enfers d'un homme et on la ressent tout au long du film. Alors oui, Sullivan, on voit que c'est un film aux nombreuses étapes, avec une réelle progression tout au long du film. Donc ça en fait un véritable voyage initiatique, mais qui pour autant ne commence pas de zéro. Donc quand on voit la première scène avec le personnage, on voit déjà qu'il a un passif et qu'il n'est pas naïf et donc qu'il est déjà cuirassé. Donc on assiste vraiment à une progression qui est guidée au travers du personnage de Willard. Donc c'est une progression qui va se faire vers l'horreur, mais aussi une réelle ouverture à la critique au travers du regard du personnage principal. En plus de ça, ce personnage principal a une fonction parce qu'il permet de montrer la critique faite par Coppola sur les dérives de la guerre. On peut prendre par exemple lorsque le capitaine Kilgore envoie tout un bataillon pour juste récupérer une zone et faire du surf. Alors on a ici totalement une illustration de la folie que les hommes ont lors de la guerre. On a aussi un autre exemple, lorsque Kilgore, encore lui, foudroie une pauvre vietnamienne en hélicoptère et en plus de ça se fait passer pour un bon samaritain en épargnant une femme et des enfants. Donc encore une fois, on voit la furie que les hommes sont touchés pendant la guerre. Et pour finir, on a aussi lorsque notre équipe vient tuer toute une barque de pauvres Vietnamiens, tout ça pour un chien et en plus le perdre juste après. Donc à travers les nombreux massacres, on voit la satire faite par Coppola sur ces atrocités. Alors oui, en effet, Alexis, d'ailleurs, je te reprends là-dessus parce que tu nous parles de guerre. Donc c'est vrai que ce film est basé sur la tristement célèbre guerre du Vietnam qui a débuté en 1960, donc seulement une dizaine d'années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc qui s'est déroulée en pleine guerre froide, qui opposait les États-Unis à l'ex-URSS, donc 2 idées différentes qui est le communisme et le capitalisme. Donc c'est une guerre qui a fait beaucoup de morts, qui a fait beaucoup parler. D'ailleurs, on peut reprendre l'exemple du festival de Woodstock, qui a mis en avant les défaillances et la tristesse de la guerre
notamment représentée par Jimi Hendrix. Donc ça montre que c'est une guerre qui fait parler, une guerre qui fait mal et une guerre qui touche encore aujourd'hui. D'ailleurs, les gens dans la salle l'ont dit, ils ont été touchés par le réalisme mis en avant par Francis Ford Coppola qui vient nous prendre au cœur. Il est vrai, ce film est bien réaliste, comme tu l'as expliqué, Sullivan, mais malgré ça, ce n'est pas sa seule fonction. En effet, on constate qu'il y a une dimension artistique qui est vraiment colossale, d'une part par les musiques iconiques des Doors, par exemple, mais aussi par sa construction sous forme de chemin initiatique, une descente aux enfers. D'ailleurs, ce film est tiré de l'histoire Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, et qui est donc une sorte de mise en abîme, car le personnage principal récite des fois des vers de ce même livre, créant un aspect poétique fort dans l'œuvre. De même, c'est souligné par les couleurs et les plans bien spéciaux, par exemple avec des ciels bleus, mauves, rouges ou verts, ce qui est peu conventionnel à mon idée, et donc créant une ambiance très particulière. De plus, c'est souligné par une multitude de symboles, notamment, comme Agnès l'a expliqué, la scène finale où, au moment de l'exécution de Kurtz, un bœuf est aussi abattu lui-même, donc c'est le sacrifice final. Voilà. Alors, on peut aussi ajouter la belle photographie faite tout au long du film. On peut presque avoir l'impression que c'est une succession de tableaux tout au long du film, donc ça renforce l'aspect artistique. Donc l'aspect artistique et poétique est bien présent par l'affiche même du film qui est un soleil éclatant vif. Donc c'est assez surréaliste, comme on voit plein de scènes pareilles à cette affiche durant tout le long du film, créant une pièce vraiment iconique et un film hors du commun. Il faut savoir d'ailleurs que ce film a aussi reçu les Oscars de la meilleure photographie et du meilleur son en 1980. Alors, je tenais à parler de la scène des hélicoptères, tout simplement parce que c'est une scène qui illustre parfaitement la grandeur du film et aussi les idées de Ford Coppola. Donc, on est sur un rendu visuel tout simplement spectaculaire, sans oublier le rendu sonore aussi. Donc en fait, moi, pendant la visualisation du film, j'avais l'impression que des enceintes étaient accrochées aux hélicos. Donc en fait, il y a vraiment tout un travail de perspective sonore. En plus de ça, la musique, les chevauchées des Valkyries, tout simplement exceptionnelles, car il faut savoir que les Valkyries, c'est des femmes guerrières qui sont sur des chevals volants. Donc on a un peu un côté sacré, mais les hélicos des Américains, ça donne un petit peu un côté monstrueux. Donc surtout que c'est le capitaine Kilgore qui est aux commandes. Donc tout ça pour donner un aspect presque fun, tout en gardant une monstruosité tragique. C'est vrai, en plus, chaque bombe, chaque explosion, on dirait un peu un orchestre entier qui joue. D'ailleurs, je pense que cette scène a dû avoir beaucoup de budget pour être créée, car c'est vraiment des vraies explosions. Donc il y a un gros budget derrière tout ce film. C'est vrai que cet ensemble donne une virtuosité et un ensemble parfait. Bien dit. Merci Alexis pour ces précisions. Donc moi j'aimerais plutôt me pencher sur notre scène. C'est celle où le compagnon de Willard meurt sur le bateau lors de la traversée. Il s'agit du premier mort, donc c'est assez choquant. De plus, à ce moment-là, il y a une cassette qui est envoyée par sa mère et qui demande de ses nouvelles, qui dit que son frère s'est marié ou des nouvelles de sa famille. À ce moment-là, on voit en parallèle le corps sans vie de ce même personnage mort avec une lance dans le ventre et du sang s'écoulant, donc c'est assez choquant. Il y a un parallèle entre la tristesse, mais aussi l'horreur de cette guerre qui n'a pas de sens, et de tous ces soldats qui ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Donc pour moi, c'est une scène qui m'a vraiment touché. Moi, j'aimerais évoquer une scène qui se passe juste après celle que tu viens d'évoquer, Raphaël. C'est le repas avec les Français, entre Américains et Français, du coup. C'est une scène qui se passera après celui-ci, avec la Française. C'est une scène hyper érotique et sensuelle, mais toutefois subtile.
C'est pas une scène torride, elle est en osmose avec les propos du film, faisant revivre l'âme morte après la guerre et la mort du mari. Il y a un besoin d'assouvir le besoin sexuel. C'est un homme brisé par la guerre et une femme brisée par la guerre qui vont s'unir pour une sorte de dernier acte d'humanité. Ils sont ivres autant dans leurs actes que par l'alcool, mais également par l'opium. C'est d'ailleurs la dernière scène avant de rentrer dans l'enfer même de la guerre, car c'est à ce moment-là que, juste après ce moment-là, ils vont arriver dans la demeure, le sanctuaire de Kurtz, avec toutes ces horreurs qui nous font passer un peu dans une sorte d'enfer, un monde parallèle en dehors de ce qu'on connaît, avec des images bien choquantes, ressent bien sortir la monstruosité et l'horreur de la guerre, encore une fois. Il y a aussi un petit côté sacré avec ce personnage du capitaine Kurtz, parce que les indigènes, en fait, le vénèrent totalement. Donc il y a toute une ambiance où on a un peu l'impression que ce capitaine, c'est le messie, avec des cadavres qui pendent, presque des rituels, en fait, pour lui. Donc tout ça, ça donne un côté sacré dans cette petite enfer. Mais même si au final ce film est une grande réussite, cela a bien failli pas être le cas à cause des conditions de tournage qui ont été catastrophiques. Alors avant tout, il faut savoir que ce film il a été tourné aux Philippines grâce à l'aide du dictateur Ferdinand Marcos entre 1976 et 1977. Et normalement, le film il devait tourner pendant 4 mois, mais il y a eu de très gros soucis de tournage. Par exemple, un ouragan qui a dévasté tous les décors. Et du coup, la durée du tournage a été allongée à 16 mois. Et cette augmentation des durées de tournage a même augmenté à un surcoût de 18 millions de dollars pour le film. D'ailleurs, il n'y a pas que les décors qui ont posé problème. Il y a aussi les acteurs pour Francis Ford Coppola qui ont posé un gros problème. À la base, le rôle du capitaine Willard devait être tenu par Steve McQueen, mais il fut atteint d'un arrêt cardiaque. Ce fut donc Harvey Keitel qui fut choisi, mais après 2 semaines de tournage, Francis Ford Coppola décida de le remplacer par Martin Sheen. Il faut savoir aussi que l'interprète de Tyrone, Lawrence Fishburne, a menti sur son âge pour participer à Apocalypse Now. Il avait déclaré être majeur alors qu'il avait seulement 14 ans. De plus, Marlon Brando, l'interprète du colonel Kurtz, ne connaissait pas son texte et avait de nombreux problèmes de drogue lorsqu'il est arrivé sur le tournage. D'ailleurs, il est même arrivé avec 50 kilos de trop. Mais dans ce film, il n'y a pas eu que des soucis avec les acteurs, puisque lors de la scène où une vache est transportée en hélicoptère, c'était une vraie vache et elle est malheureusement décédée par la suite. On arrive malheureusement déjà au terme de notre émission. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot de la fin avant de terminer ? Alors oui, moi le truc qui m'a le plus marqué, c'était que malgré l'engouement pour la guerre que les jeunes ils avaient dès le début, à la fin chaque homme de chaque camp finit traumatisé et devient l'ombre d'eux-mêmes. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout le fait que les Vietnamiens souffrent énormément et on a accès à leur souffrance de par le film de Francis Ford Coppola. Alors moi, ce qui m'a plus marqué, c'est comment ils arrivent à survivre, mais aussi à essayer de lutter contre l'ennui, donc en trouvant toutes sortes de subterfuges pour trouver ne serait-ce qu'un peu d'amusement dans leur malheur. Moi, ça serait plutôt l'absurdité de cette guerre. Déjà, il y a le contexte, c'est un combat d'idéologie, donc c'est assez puéril. Après, on constate que, par exemple, les soldats se battent entre eux sans aucune raison et sous l'influence de LSD la plupart du temps, avec le personnage, par exemple, de Lance. Pour en revenir sur l'absurde, on peut voir que chaque camp est persuadé d'avoir raison et se bat pour leur vérité. Donc en fait, par exemple, le capitaine Kurtz est persuadé d'être bon et c'est la même chose pour les Américains, alors que chaque camp a sa part de monstruosité. Alors pour ma part, en parlant du capitaine Kurtz, c'est justement le talent de Francis Ford Coppola qui a réussi à prendre le défaut de chaque acteur pour en faire une force, puisque le capitaine Kurtz à la fin, au final, il n'a pas pu vraiment jouer son rôle et on le voit pas vraiment. C'est ce qui en fait justement
un personnage très sombre et très lugubre. Alors pour finir, moi mon petit mot de la fin sera quand même assez simple. Je voudrais juste parler quand même de la très bonne mise en abîme de Francis Ford Coppola par rapport au film, puisqu'on arrive vraiment à bien se retrouver à travers les images, car les images sont belles. On est directement mis dès les premières secondes du film dans l'ambiance. On se sent comme un soldat qui est aux côtés du capitaine Willard et c'est ce qui fait que ce film est tout de même beau. Alors je vous donne rendez-vous pour le prochain film, donc Le Labyrinthe du Silence de Giulio Riccarelli, donc qui est en VO allemand sous-titré en français. Je tiens à vous remercier, vous les auditeurs, pour avoir écouté l'émission. Merci à ceux qui ont participé. Et bien sûr, merci au Radio Club de Wallers de nous permettre de mettre nos ondes sur les leurs. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, les films, c'est la vie, mais la vie n'est pas un film. À bientôt.